Détendez-vous, il n'y a pas de raison que ce soit plus nul que d'habitude, donc il n'y aura pas de... Voilà. Il est où ton micro, toi ? Je ne sais pas. Ah, voilà. Je te trouve un petit peu en confiance. Et bonsoir à tous. On était largement assez névrosés à l'approche de la quarantaine pour faire du trail, mais on était beaucoup trop feignants. Alors, on a fait un podcast. Bienvenue au Pambagna Social Club. Comment ça va ? Ça va et toi ? Bah ça va. Alors elle est au film de zombies ce que Nadine de Rothschild est aux bonnes manières. Sandra, comment vas-tu ? Ça va, merci. J'aime beaucoup ce descriptif. Merci infiniment. Ça. Il faut que j'en prépare une pour 4 la prochaine fois. Et je préfère les distiller petit à petit. C'est quoi. Bon, c'est magnifique, réfléchis bien. On se retrouve donc avec Catherine et Sandra pour parler de quoi, Catherine ? Alors, le film Plus fort que moi, donc en VO I Swear, de Carl Jones. Ensuite, en musique, on a A$AP Rocky, avec le dernier album Don't Be Dumb. Et en littérature, donc c'est une japonaise, mes excuses, il faut que je lise mes notes. Sao Ishikawa, La Bossue. On est bien. Voilà. On est bien. Je vous cache pas que maintenant, je fais les transitions, je les fais plus en son, je les fais en image, donc il n'y a plus de transition. I swear by Almighty God that I will tell the truth. That I will tell the truth. You're a cunt! Hey! Hitler! Shh, John. Come on. It's sort of like an impulse in my brain that makes me do things or say things that I shouldn't. It's called Tourette syndrome. Come on in, love. I'm Dottie. You're gonna die of cancer. Sorry. Hey. Sorry, everyone. You don't need to apologise. Was that it? Of course it was. That was just me being stupid. Well, you're better when you're keeping busy. You need a job. I won't get it. You could be laying out 200 seats for a pantomime or a school theatre I'm a production. paedophile. Sorry, it's a tick. I'm so sorry, pal. They're taking it to court. Problem is, we don't know enough about Tourette's. Educate them. Tourette's syndrome is not a recognised condition. Who would pretend to have such a condition? Hey, me! Ha! Fuck the Queen! Catherine, est-ce que tu peux nous présenter rapidement le film de ce soir ? Donc, comme je le disais, en version originale, I Swear, qui peut se traduire par « je le jure », au sens juridique du terme, mais je jure sans arrêt, puisque le héros de ce film est atteint de la maladie du syndrome de Gilles de Tourette. Et en français, donc, c'est plus fort que moi, puisqu'il ne peut s'en empêcher, puisque c'est une maladie qui fait qu'on dit tout ce qu'on pense, enfin, ou pas, d'ailleurs, pardon. Et c'est de la coprolalie, j'ai cherché le mot, c'est-à-dire dire des grossièretés sans le vouloir. C'est le ça qui prend le dessus, ou un ça bizarre. Et ça peut donner des situations extrêmement cocasses ou dangereuses. Et donc le réalisateur, c'est un certain Kirk Jones, qui est connu pour faire des comédies britanniques du genre Nanny McPhee. Voilà, et ce film donc, a remporté 3 BAFTA, dont un pour le meilleur acteur, qui est Robert Aramayo, qu'on avait déjà vu dans Game of Thrones. Il fait Ned Stark tout petit. On l'a vu dans un des chapitres du Seigneur de l'Anneau. Et voilà, et donc toute une palanquée d'acteurs absolument fabuleux qu'on a déjà vu dans plein de séries, plein de films. Donc il y a évidemment Maxine Peake, qui est une actrice écossaise, dans des grands classiques britanniques, des séries. Elle est dans Black Mirror, elle est dans Ne dis rien, elle est dans Free Girls, elle est dans la trilogie Red Riding Trilogy, pas le petit chaperon rouge. Ah oui, ah non. Sur des crimes crapoteux dans les années 80. Il y a Peter Mullen, qui est ultra connu aussi, acteur écossais fabuleux avec un accent délicieux. Et il y a Shirley Anderson, qu'on voit dans beaucoup de films, et ça, c'est le genre d'actrice, on dit « Ah, mais je la connais, je l'ai déjà vue, elle a une petite voix au perché. Ouais. » Et aussi, elle est apparue dans plein de séries, elle est aussi dans la trilogie Red Riding. Enfin, tous ces acteurs se sont croisés, c'est des têtes connues par les Britanniques et par les Français aussi. Et voilà, on est dans une espèce de comédie dramatique, donc sur une maladie
encore mal comprise, mal soignée, en tout cas difficile à soigner. Et je pense que j'ai dit... C'était parfait, ouais. Pour pitcher le film, je dirais rapidement que c'est l'histoire d'un jeune homme de 14 ans qui commence à avoir des tics compulsifs à l'école dans une petite ville du Royaume-Uni. Ces tics vont en s'aggravant et on va suivre la progression sociale de ce jeune homme dont on découvre rapidement qu'il est atteint du syndrome de la Tourette, dirait-on en français, et il n'y a pas beaucoup de suspense parce que dès le début du film, on voit la fin, en fait, il est décoré par la reine. Donc l'enjeu du film, ça va être de découvrir comment ce jeune homme en situation de handicap peut réussir à, entre guillemets, alors là, ça va être une vraie question, réussir sa vie, je ne sais pas si c'est le mot justement, mais en tout cas à s'insérer relativement dans la société. Sandra, tiens, dis-nous ce que tu en as pensé. Je l'ai trouvé extrêmement touchant et je me suis posé la question, je me suis dit ça va être quand même assez cafard, un thème aussi grave et... comme les Anglais, les Britanniques en tout cas savent si bien le faire, ont réussi à vraiment rajouter de la comédie, même si c'est de la comédie très noire parfois, mais rajouter de la comédie dans les situations les plus dramatiques. Et on s'attache follement à ce personnage de John Davidson et on suit, c'est vraiment, en tout cas moi je me suis pas ennuyée une seule seconde, on suit vraiment le parcours de ce jeune homme qui était à la base... voué à avoir une belle carrière dans le foot et qui au final se retrouve dans une toute autre trajectoire à cause de sa maladie malheureusement, mais connue dans les années 80 en plus, donc c'est extrêmement frustrant. On ressent cette frustration avec lui. Kat. Oui, alors on est dans l'empathie, on ne peut pas ne pas aimer. On en avait parlé, c'est un film extrêmement académique. On sait dès le début que ça va être une espèce de conte de fées, mais avec des péripéties évidemment très compliquées pour le protagoniste. Ce qui peut d'ailleurs être l'écueil de ce film, parce que on nous prend par la main, on nous dit là tu vas rire, là tu vas pleurer, mais on accepte dès le début, on accepte parce que on sait qu'on est là pour ça de toute façon. On est dans la comédie dramatique, comme je dis, la dramédie britannique, et puis évidemment il a bien dosé son truc. On est vraiment dans l'Écosse comme on l'aime, si je me rappelle bien, c'est en Écosse, avec la petite BO comme on aime bien, avec d'entrée on est cueilli par New Order. Bon ok, c'est hyper balisé, mais c'est pas grave, ça fait toujours très plaisir. Il y a Pulp, il y a Oasis, il y a Palm Scream, il y a James. Voilà, donc quand on est amateur de pop britannique, évidemment on est très content. Et évidemment, il y a une scène dans une boîte de nuit où on pense qu'il y a une lueur d'espoir, qu'on va pouvoir trouver un peu de normalité et soigner un petit peu la maladie. Et on entend It's All Right de Supergrass. En fait, ça va pas être all right du tout, parce que ça va très mal se terminer. Parce qu'évidemment, quand on traite les gens de pétasse, c'est la version polie, ou quand on bouscule un type à la discothèque, on fait tomber la bière, ça se termine très mal, parce que les gens ne connaissent pas cette maladie, et on hésite entre est-ce que c'est une brute, les gens qui ne connaissent pas cette maladie pensent que c'est juste un abruti bourré ou vulgaire ou qui cherche la bagarre. Et voilà. Donc c'est balisé, mais ça n'est absolument pas grave. On sait qu'on est là pour ça. Et on rit avec lui. En fait, on est dans l'empathie. Et quand il profère des insanités, donc il y a du spunk formix, c'est-à-dire en gros de la jute pour remplacer le lait dans le thé. Parce qu'en plus, c'est pas juste sperm, c'est spunk. Donc on est vraiment, c'est ultra vulgaire. Ouais, c'est horrible. Les filles sont des sluts, alors que c'est pas du tout. Enfin, il faut savoir que le héros et donc la vraie personne est un gentleman d'une douceur incroyable. Et donc il est trahi par ce qu'il ne veut pas dire en fait, et ce qu'il ne pense absolument pas. C'est ça que je crois que c'est justement le drame dans cette maladie, c'est qu'elle te pousse à dire exactement le contraire de ce que tu penses parfois. Pas systématiquement, mais souvent. Mais j'ai l'impression que c'est une autocensure en fait. Il faut surtout pas que je dise ça. Et en fait, je le dis. Et donc, il y a un clin d'œil dès le départ, effectivement, quand il est décoré par la reine. Il fuck the queen. Oui. Alors, évidemment, on est mort de rire. Et la reine, la classe Corbet, elle connaît la maladie. Oui. Et donc, ça s'est aussi retrouvé lors de la cérémonie des BAFTA. Le vrai acteur. Robert Davidson a dit le N-word, donc nigger, aux deux acteurs qui étaient là, les acteurs de Scèneuse. Et évidemment, voilà, donc la boucle est bouclée. Et ça prouve bien que même s'il va mieux, dans une circonstance où on est censé se tenir, non, ça sort. Quoi. Oui. Donc pour les donc le vrai personnage, je pensais que tu parlais de l'acteur qui avait fait une sorte de caméo à une cérémonie
en hommage à son perso, mais non, c'est le vrai Davidson. Elle a été convoquée aussi. Okay. Oui, parce que moi, je ne le savais pas, je le découvre dans le générique de fin sans rien divulgacher, mais en fait, on découvre dans le générique de fin des images documentaires du vrai héros du film, et on découvre qu'en fait, le projet du film, c'est aussi de monter au cinéma une sorte d'adapter un documentaire en fiction. Qui a été fait, effectivement. Voilà. Ça s'appelait John's Not Mad. Ouais, voilà. Et finalement, on se rend compte que beaucoup de scènes du film dont on imagine qu'elles sont capillotractées ne le sont pas, parce qu'elles étaient présentes dans je pense à une scène où il frappe quelqu'un dans un supermarché sans le vouloir. On voit que cette scène a vraiment existé. Donc, de ce point de vue-là, c'est quand même un projet d'adaptation. Du réel. Et il se trouve que ma connaissance du syndrome de la Tourette, je vais pas nous rajeunir, mais moi ça remontait à Jean-Luc Delarue, quoi. Ah ouais. Et donc il y avait déjà cette espèce d'entre-deux hyper voyeuriste entre eux, et en même temps qui en apprend beaucoup, parce que il vaut mieux découvrir une maladie parfois, je suis même pas sûr de la fin de cette phrase, je me suis déjà pas d'accord avec moi-même, mais je me demandais s'il fallait pas mieux découvrir une maladie à la télévision, même si c'est dans une émission relativement voyeuriste, que se retrouver seul, comme c'est le cas dans le film, pour tous les protagonistes, dans la tension d'un pub, etc., et que finalement la compréhension est encore moindre qu'à la télévision. Et alors il se trouve que moi j'ai un rapport un peu bizarre avec le film, c'est que d'abord j'ai eu l'impression qu'on m'avait un peu arnaqué. C'est-à-dire qu'au début je me dis comédie sociale anglaise qui parle du syndrome de la Tourette. Le film essaye tout le temps alors c'est moi qui essaye de coller ça au film, en fait, je pense. J'ai du mal à pas penser à Forrest Gump et à Billy Elliot. Oui, mais c'est quand même des trajectoires. Alors dans Billy Elliot, il n'est pas question de handicap, mais on est quand même dans la ruralité britannique, le problème de l'acceptation de l'autre, etc. Et là, il y a quand même un fond social aussi qui est présent, avec des gens qui sont dans une situation relativement précaire. Le personnage principal, quand même, un des plus gros enjeux du film, c'est est-ce qu'il va pouvoir trouver du boulot. Oui. Et en fait, il y a un moment où j'ai décroché, c'est le moment où la bande-son, justement, qui était... c'est un grand fan d'Oasis qui parle, donc je le dis à dessein. Mais pour moi, le moment où il y a le Don't Stop Crying Your Heart Out, j'ai pas l'habitude de le dire en face d'une prof d'anglais, pardon. D'habitude, je suis plus détendu avec ça. Et ben c'est le moment, justement, moi, en grand fan d'Oasis, j'ai trouvé que c'était vraiment la chanson qu'il fallait pas mettre. Parce que c'était le moment cheesy sur cheesy, tu vois. C'est ça, ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Un peu téléphoné, C'est hyperbalisé, tout est hyperbalisé. Tu vois ce que je veux dire ? Accepté. Voilà, et finalement, en fait, c'est à ce moment-là que je me dis, mais en fait, d'accord, ok, donc c'est moi qui suis allé demander un truc au film qu'il ne fournissait pas. Et on en parlait avec notre acolyte Jean-Baptiste, qu'il y a aussi il y a un côté un peu... Et là, c'est très ennuyeux parce qu'on est entre le documentaire et la fiction, mais il y a aussi un côté quand on veut, on peut dans le film. C'est-à-dire que c'est un film anglais, mais les Américains auraient pu le faire aussi. C'est quand même un film de regardez avec quoi il part et jusqu'où il arrive, quoi. Et en gros, bande de schlag, aller travailler. Et tu vois, il y a ce côté-là quand même que je trouve que les Américains... J'attends le remake américain qui va pas tarder. Michel Sardouille. Mais complètement, quoi. Mais on était en plein dedans. Mais en même temps, si tu veux, il y a une émotion qui nous quitte jamais vraiment. C'est un équilibre vraiment. Et c'est vrai qu'ils en font beaucoup, et en même temps, on n'y peut rien. C'est qu'ils tirent beaucoup sur la ficelle. Il va encore dire une énormité. Et il y a deux moments qui m'ont beaucoup ému, parce qu'en fait, à un moment, il croise une dame dont on lui dit avant de la rencontrer qu'elle souffre du cancer. Et dès qu'il la voit, il lui dit tu vas mourir du cancer. Et je trouvais que c'est un truc, ça m'a beaucoup touché, parce que justement, dans nos sociétés, on a un rapport très mutique à la maladie. On n'en parle pas, etc. Et finalement, lui, c'est le seul qui parle de la maladie, quand bien même c'est pour dire des horreurs. Et un petit regret peut-être sur le personnage de sa maman, parce qu'en fait cette femme-là qui le tolère va prendre le relais d'une mère épuisée, et qui du coup, non seulement la mère disparaît de sa vie, mais elle disparaît quasiment du film, à part un bref retour à la fin. Et je trouvais que vraiment il y avait un truc hyper profond avec ce personnage de mère qui ne peut plus être une mère à cause du handicap. Mais là évidemment on serait pas parti dans un film good mood, évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire d'être une mère qui ne peut plus ? Je trouve qu'il y a une incohérence aussi, parce que, j'ai trouvé au départ, on voit une belle cellule familiale avec un père très présent, très complice. Et on voit pas, ça explose d'un coup en fait dans le film. Et ça n'est pas cohérent, parce que c'est vraiment une seconde, tout va très bien. Alors certes, c'est le cataclysme du handicap, mais je trouve que ça va trop vite. Et en plus, on a l'impression que ça arrive très vite pour un événement vraiment... j'irais pas dire anodin, mais quelque chose qui peut de toute façon se résoudre avec
avec beaucoup de dialogue. Enfin, voilà, justement, je pense qu'avoir un enfant malade, c'est censé ressouder un petit peu tous les membres de la famille. Et là, ça éclate à cause de ça, à cause de l'insulte de trop ou le tic de trop. Donc c'est d'une cruauté sans nom, je trouve. C'est faire le deuil de l'enfant parfait. Oui, c'est ça, exactement. Et d'ailleurs, ce que je reproche un peu à la narration, c'est qu'en fait, je trouve que le film n'est pas très honnête sur un point. C'est qu'on nous vend l'intégration d'une personne en situation de handicap, mais s'intègre-t-il finalement ? Est-ce que finalement, il ne reste pas, même si il y a une vraie progression sociale dans le film, est-ce qu'il y a vraiment une place pour lui dans la société ? Je trouve que, tu vois, il y a presque un côté freak, en fait. C'est-à-dire qu'il restera un objet de curiosité, certes décoré par la reine, etc. Je suis un peu sévère parce qu'on le voit s'investir dans la lutte contre le syndrome, on le voit participer à des tests thérapeutiques, etc. Je voudrais pas être trop caricatural, mais c'est une question qui est restée en suspens à la fin du film, à cet endroit-là. Après, c'est vrai que quand même, les personnages sont tous hyper chouettes. Ouais. Et très bienveillant avec lui, justement. Mais il a cette chance, en fait. Oui, il a beaucoup de chance. S'il n'avait pas croisé ces gens-là sur sa route, effectivement, c'est légitime de se poser la question, est-ce qu'il aurait vraiment réussi à... Il a de bonnes fées, quoi. Oui, voilà, à s'adapter vraiment. Qui est la mère de substitution. Oui. Et il y a donc le janitor qui est Peter Mullen, qui accepte... qu'on dise Punk for Milk. Par contre, il y a le côté avec le petit chien. Oui. C'est l'homme le plus doux de l'univers et un chien se prend une tarte. Donc, soyez prévenus. Sandra ne s'en est pas remise. Non, clairement pas. C'est vrai que, justement, il y a aussi ça qui est intéressant, c'est que finalement, la raison qui fait... les raisons qui font que la mère de substitution est tout d'un coup est immédiatement en mesure de l'accepter tel qu'il est, etc., sont vite évacuées par elle a travaillé en asile psychiatrique. Voilà. Ou en hôpital psychiatrique. Oui. Donc ça, c'est très évacué. Donc d'un coup, le personnage passe d'un environnement familial qu'il rejette à un environnement familial qu'il l'accepte très vite. Et ça, je pense que, peu importe que ce fut le cas ou pas dans la réalité, mais je trouve que là, il y avait un truc à montrer sur pourquoi il y a un personnage qui comprend, pourquoi un comprend pas. Oui, c'est vrai. Et non, j'ai trop. Après, c'est quand même. Moi, ça m'a fait du bien. Voilà. Oui, c'est le feel good movie. C'est clair. Cheesy, comme on dit, mais ça faisait du bien. Oui. On avait l'impression qu'on était à deux doigts de mettre fin à toute forme de stigmatisation sur Terre, quoi. Donc c'est vrai que ça faisait plaisir aussi, même si voilà, on était dans la fiction pour le coup. Mais le film est quand même très drôle. Ça, c'est quand même une réussite. On ne sait pas si on rit au bon endroit, au mauvais endroit, parce qu'il y a des battles d'insultes. Et il y a bizarrement des jumpscares. Parce qu'il se retrouve vraiment à hurler pour rien, vu que ce sont des pulsions. Et je me suis retrouvée vraiment sursautée dans la salle, alors que c'est pas des situations flippantes, quoi. Et jusqu'à la fin du film, on pense qu'on va s'habituer à ça. Et en non, pas du tout. Et ça a toujours monté d'une manière qu'au moment où on s'y attend pas, il y a un tic qui surgit, quoi. Parce qu'on sent le combat intérieur et c'est en ça qu'on est empathique. Oui, c'est clair. Voilà, et que c'est pédagogique, et je pense qu'effectivement c'est un film utile pour cela, même s'il n'a pas des qualités cinématographiques. Enfin, c'est très académique, mais c'est bien grave. C'est pas le but, en fait. Le but, c'est effectivement de passer un bon moment et d'être en empathie et d'éduquer les gens. Si j'étais un gros FDP et que je voulais faire genre j'ai vu des films, je ferais un lien avec le Elephant Man de Lynch. Oula, oui. Ouais, je sais, je suis chaud là. Ah ouais. Non, mais je veux que les followers ils arrivent, je veux qu'on colle notre dem, je veux que tu vois ce que je veux dire. Je veux qu'on soit pris au sérieux. Je sais pas si vous vous rappelez du Elephant Man de Lynch, mais bien sûr. Voilà, en fait, il y a quand même toute une stratégie de pas le montrer. De d'abord créer un affect avant de le montrer pour qu'on voilà. Et là il y avait un truc à faire, je trouve, avec ça, ce qu'on montre, ce qu'on met dans le cadre ou pas, et que bon, voilà, c'était pas un film de David Lynch. Si j'ai fait un podcast juste pour dire ça, c'était pas très intéressant. Mais voilà, pour dire qu'il faut pas trop en demander à ce film en termes, c'est un film simple, voilà. Et mon frère qui est accroché au cinéma populaire comme une moule sur son rocher, je pense qu'il serait là pour le défendre en disant non mais c'est déjà pas mal quand on sait la complexité de créer un film. Complètement. Tu vois, on peut dire que le film vise pas très haut, mais au moins il atteint son but, ce qui est déjà pas mal, quoi. Oui. Mais j'ai dû me battre contre mon côté cynique, moi, en fait. C'est ça, bien sûr, le conte de fées. Oui, moi aussi. Voilà. moi aussi, forcément. Et en même temps, voilà, on voit beaucoup de films qui essayent de faire des trucs beaucoup plus complexes et qui se viandent, et voilà, c'est pour le coup, le film se tient.
Voilà. Oui, c'est vrai. On a l'impression que je parle d'une quiche, mais une toute petite remarque par rapport à ton intro aussi. Je fais un petit parallèle avec le générique de fin qui montre les vraies images. J'aime beaucoup quand certains films inspirés d'histoires vraies font ça. Il y avait eu ça dans Lion. Il y avait eu ça également dans Intouchable de Toledano et Nakache, puisque tu as dit les frères Nakache au début. Ils sont pas frères, mais pas du tout, mais ils sont toujours ensemble, donc pour moi, ils sont frères. Mais c'est Toledano et Nakache, c'est pas les frères Nakache. Bon, si vous êtes en train de me dire qu'il faut pas que je colle madame tout de suite, quoi. Le niveau du podcast n'est pas encore au top. Merci Sandra. On te réinvitera, mais pas tout de suite. On fait un travail de qualité, s'il te plaît. Voilà, ça s'appelle I Swear, Plus fort que moi. C'est un film France Inter, moi qui adore dire du mal des films France Inter. La totale. Ah oui. Ouais. Alors par contre, j'ai trouvé que les critiques de Télérama, justement, ils se sont fait manger par le côté mielleux parce qu'ils sont beaucoup plus sévères avec d'autres films. C'est vrai. Et je me disais des trucs comme ça, tu vois, genre si c'était Danny Boone qui avait fait ce film, ils auraient été moins patients. Parce que les British sont très forts à ça. Bah oui, forcément. Enfin, voilà, je sais pas si c'est pas le même héritage, notre tropisme, mais voilà. Et puis surtout, je pense que finalement, avec tout ce que tu as dit, techniquement, le casting, etc., c'est pas un film à petit budget en fait. Non. Mais c'est un film qui, même avec un budget sans doute conséquent, arrive pas avec ses gros sabots. Et du coup, il se fait adopter un peu comme ça. Ouais. Et ben voilà. Voilà, on a dit assez de conneries sur ce film. Je pense qu'on peut passer à la suite. J'ai tellement envie de dire un gros mot là, mais non. Ah ouais, bien sûr. Non, déjà qu'on fait 12 vues par vidéo, alors si en plus on interdit aux enfants. Merci à toi. Et on va passer à la musique avec Sandra qui doit assumer son choix. De A$AP Rocky que j'aime beaucoup et j'en ai parlé la fois précédente en recommandation, donc avec le clip de Punk Rocky et non pas de Punky Rocky comme je l'avais dit. C'était tout frais. Oui, ça venait de sortir. Oh, tu es gentil. Les yeux de l'amour. Et donc oui, album d'A$AP Rocky qui est sorti 7 ans après le précédent. Testing, exactement. Et donc un des pionniers du cloud rap qui fait son retour avec un album très expérimental, des collaborations vraiment incroyables, notamment celle avec Doechi sur le titre Robbery où vraiment c'est du pur jazz derrière. Et c'est ce que j'adore chez lui, c'est son côté expérimental avec une pochette dessinée par Tim Burton, avec Tim Burton qui fait une apparition dans un de ses clips, dans Air Force, Danny Elfman, Winona Ryder, enfin vraiment beaucoup de personnes qui gravitent autour de l'univers de Tim Burton qui se retrouvent également dans ses clips. Donc il y a vraiment une fusion dans les titres, mais aussi dans tout ce qui est visuel, artwork. C'est un album vraiment incroyable. C'est un de mes albums préférés de 2025 puisqu'il est sorti fin 2025. Et pour moi, il fait partie, comme je disais la fois précédente aussi, de mon trio préféré dans le rap, c'est-à-dire avec Kendrick Lamar et Tyler, the Creator, qu'on retrouve aussi dans l'album. Voilà. Catherine. Alors, moi, je peux faire le lien avec le film. Lui, il a teint Tourette à l'envers, en fait. Parce que, bon, Rakim Mayers, de son vrai nom, n'est-ce pas lui, des grossièretés, il en dit sciemment. Oui, beaucoup. Et en fait, alors à la base, on est dans vraiment des choses, moi, qui ne sont pas du tout mon univers musical. C'est à la base tout ce que je déteste, je dirais. Mais il y a oui, je t'ai imaginé en train de l'écouter. Oui. Alors, j'ai appris plein de trucs, parce que j'ai fait des recherches dedans, puisque je n'y connaissais rien. Donc, effectivement, j'ai trouvé le terme cloud rap, trap, rage rap, etc. Et en fait, au départ, moi, les premiers morceaux m'ont épuisé, mais c'est effectivement voulu. Il y a des grosses basses, c'est hyper agressif, mais tout au ralenti, d'où le cloud rap, c'est du rap vaporeux, en fait. Alors, j'ai appris que PNL. Oui, ils sont. Voilà. Ouais, mais ça se. Enfin, c'est pas que ça se discute, je veux dire, c'est indéniablement un groupe phare du cloud rap en France. Mais c'est vrai que, bon, PNL, perso, je trouve que c'est très compliqué à écouter. Mais si on se penche juste sur les instrus et les clips, ils misent vraiment tout là-dessus. Mais ouais, faut pas entendre leur voix, quoi.
Ça, c'est personnel. Hein. Donc, pour partir, ce que je disais, c'est vraiment un univers, moi, à la base, qui me déplaît. Alors, on est dans le balisé total au niveau du rap. C'est-à-dire, évidemment, il vient de Harlem. Évidemment, son frère s'est fait tuer pour trafic de drogue. Évidemment, il vient d'une famille donc, qui est devenue monoparentale, élevée par sa mère. Oui. Il faisait partie d'un gang. Oui, son père a été emprisonné, il me semble. Voilà, Rakim, c'est un hommage, son prénom, donc oui, à Wu-Tang Clan. Donc on est vraiment dans le parcours balisé du petit gars qui a une revanche à prendre. Et qui a fort bien réussi. Mais voilà, moi j'ai vraiment du mal avec le côté ostentatoire, c'est-à-dire il fait du name dropping de marque sans arrêt. Ah oui, alors je ne sais pas si on est dans la provoque ou si on est dans le second degré, parce que au bout d'un moment je me suis dit c'est pas de second degré parce il a vraiment une obsession pour la mode. Vraiment, il a l'argent, la thune. Oui. Ah bah oui, bah ça. Il y a le power couple donc avec Rihanna. Avec Rihanna, oui. Oui, j'ai appris ça aussi. Voilà. Et donc moi qui aime quand même mes goûts musicaux premiers, c'est les mecs et les nanas qui regardent leurs pieds quand ils jouent de la guitare. Forcément, ce côté ostentatoire, c'était pas pour moi. Mais ça se termine bien quand je disais, je dois admettre que c'est hyper bien fichu. Ah bah ouais. Il sait s'entourer. Alors évidemment, le gars, je sais pas tout seul s'il saurait faire aussi bien. Parce qu'effectivement, il a des producteurs. Ah oui, mais bien sûr. Il a aussi Damon Albarn dans le coup. Oui. Il y a will.i.am, il y a Thundercat. Oui, tout à fait. Il y a toute il y a Jessica Pratt. Donc là, c'est mon univers. Effectivement, c'est plus de la pop indépendante américaine. Donc il sait s'entourer. Il a une culture assez conséquente. Ouais. Effectivement, Tim Burton qui parle à mon cœur également. Donc il y a des collaborations surprenantes qui prouvent que ce type a de la culture. Mais vraiment, les derniers clips aussi, vraiment, ils sont coup de cœur, quoi. Ils sont incroyablement faits. Il sait s'entourer, il sait trouver le réalisateur, le producteur, etc. Donc je dois lui reconnaître ceci et je dois reconnaître que c'est très bien fichu et que, alors, quand il fait de la pop, justement dans... Punk. Punk Rocky. Punk Rocky, c'est hyper bien fait. Quand il est dans la blouette un petit peu romantique, Stay for Life, je sais plus quel morceau. Oui, c'est ça. Là, Playa, etc. Il y a des morceaux très chouettes. Oui. Et là, je dois dire, ça ne me déplaît pas du tout. Même ça me plaît. Oui. Et du coup, j'ai un peu creusé. Je suis tombée sur des morceaux. J'ai dit du coup, pardon. Et par conséquent, j'ai creusé un peu et je suis tombée sur un morceau Sundress qui est hyper pop, très chouette. Oui. Et donc à un moment, il y a un morceau, on dirait du Gorillaz. Jean-Baptiste me dit mais c'est du Gorillaz. Ouais, c'est vrai. C'est ça, Plocky. C'est vrai. Voilà. Voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai beaucoup aimé. Par contre, c'est vrai que j'ai de suite identifié qu'on était dans de la fusion. Les premiers morceaux, j'ai quand même reconnu cet univers très 90s. Moi, j'ai cru voir arriver Bruce Willis et Denzel Washington dans Harlem, au coin d'une rue, tu vois, tellement c'est cette BO des films. Les Américains, dès que ça se passe à Harlem, forcément, il faut qu'il y ait cette BO-là. Et c'est pas un hasard si, Catherine, tu citais la biographie du type qui est quand même... exactement dans cette géographie et sociologie-là. Donc, il fait la musique vraiment de son lieu de naissance, etc. Et il en parle. Il parle exactement. de son procès, parce qu'il a eu un petit procès quand même pour avoir soi-disant tiré sur un de ses camarades de son ancien collectif. Mais il est innocent parce qu'on n'a pas trouvé l'arme. L'arme qui était factice, mais on ne l'a pas trouvée. Oh non mais bref, l'air de rien, tu vois, tout ça dessine un environnement qui est typique et du coup, il y a aussi dans le rap beaucoup... ça a existé dans le rock un peu moins parce qu'il y a aussi cette question de la légitimité sociale et géographique de là où tu parles. Et il y a beaucoup de rockers bourgeois, mais des rappeurs bourgeois, il y en a quand même moins. Il y a toujours cette question entre est-ce que tu es légitime pour faire du rap, est-ce que tu as vraiment grandi dans la street, etc. Donc lui, pour le coup, il a vraiment le CV et la sociologie qui va avec. Et j'ai trouvé que, évidemment, on a fait un album de fusion la dernière fois, qui était le dernier Gorillaz. Et bon, là, on est encore en plein dans la fusion. Qui est une merveille, d'ailleurs. Oui, mais c'est un peu l'équivalent d'aller chez Flunch, en fait. Parce que finalement, l'album de fusion, tu vois, Kat, tu disais, c'est pas du tout ta cam. Mais tu as quand même trouvé quelque chose à manger. J'ai trouvé ma burrata. Voilà. C'est un peu comme quand on est tous entre copains. Kat aime la burrata, moi, c'est plutôt asiate. Viens, on va chez Flunch, au moins tout le monde trouvera un truc pour lui. Et c'est quand même l'album, je pense que c'est pareil, quoi. Si t'es dans la voiture sur la route des vacances, on a Kat qui est plutôt rock anglais. Si toi, Sandra, tu veux écouter un peu de rap, tu vas être sympa, tu vas lui mettre ASAP Rocky pour dire non, mais regarde, il y a quand même un peu de basse sympa. Il y a de la guitare. 5 morceaux. J'ai attendu 5 morceaux. C'est vrai. Alors que chez Flunch, t'es servi beaucoup plus vite. Voilà, je vais directement. Si j'avais su qu'on utiliserait les mots flunch et burrata pendant la critique. Non, mais de nous, Zap on Rocky. va chercher loin, on cherche de rester. En fait, l'important, c'est de rester proche de son public. Et ça, c'est important. Voilà.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà. Mais par contre, voilà, j'ai retrouvé un truc assez agréable à écouter, etc. Et comme on le disait aussi tout à l'heure, moi, je suis plutôt de l'autre équipe. J'aime bien les types qui creusent toujours le même sillon, genre AC/DC. Ça fait 72 fois qu'ils nous font le même disque. Voilà, tu sais où tu vas. Et on parlait d'ailleurs, j'ai écouté le dernier Courtney Barnett il n'y a pas longtemps. Même si elle est beaucoup plus jeune, elle est beaucoup moins catégorisée rock de papa. Finalement, elle a l'air bien lancée pour nous faire la même. Hein, c'est une daronne, ça y est. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a ce truc, il y a cette gouaille, il y a ce machin. Il y a la formule, quoi. Ouais, exactement. Et là, on est dans une équipe musicale qui va chercher autre chose. Ouais. Mais ça expérimente beaucoup dans le hip-hop, hein, de toute façon. C'est ce qu'on disait. Oui, exactement. Comme quoi, les rappeurs, en tout cas, je dis peut-être n'importe quoi, mais en tout cas, c'est un ressenti purement personnel. Les rappeurs sont devenus, pour moi, les nouveaux punks au fil du temps. Parce qu'ils se prennent beaucoup moins au sérieux. Il y a ce qu'on appelle le troll rap en France avec Lorenzo, Vald, qui sont des artistes que j'aime beaucoup. Et alors que les rockers sont restés très sérieux dans l'ensemble, je trouve. Quelques exceptions près, mais... Et c'est vrai qu'en tout cas, sur la scène qu'on connaît, et notamment en France, il y a plus de porosité à l'endroit du rappeur que du rocker. Oui. Alors que le rocker, il va peut-être aussi plus être dans une sorte de retour en arrière permanent, de recréer. Oui, il y a beaucoup eu ça, plus puriste. Ouais, c'est vrai. Même les groupes de rock actuellement en France, ils vont chercher une esthétique qui existe déjà, mais qui était déjà une esthétique globalement rock. Totalement, ouais. Et qu'il y a plus de mixage, de métissage à cet endroit-là. Ouais. Et à la fin, finalement, ça fait aussi que c'est plus tout à fait du rap non plus. Oui. Moi, j'aime beaucoup un artiste français qui s'appelle The Doug, qui est clermontois, qui a une voix un peu à la Bachung, et je l'ai trouvé dans une playlist rap, mais il n'est pas rap du tout, mais en même temps, il y a quand même quelque chose il peut rapper dans certaines chansons, et c'est vrai que la frontière a largement disparu. Ouais, clairement. Et je vous ai parlé des Clash ? Non, parce que je me disais justement que les Clash, ils avaient dévoré beaucoup de courants musicaux aussi. Le reggae, la Jamaïque, etc. Ouais, exactement. Ils ont eu leur période comme ça. Donc, non, c'était une bonne découverte. On a dit que Danny Elfman, c'était quand même le monsieur musique des films de Tim Burton. Oui, c'était que j'avais dit le Badalamenti de Lynch. Oui, c'est ça. Ah, voilà, mais vu que j'avais pas la ref, j'avais rien compris. Ouais. Ah, d'accord. Voilà. Lynch, c'est notre 42 à nous. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, si vous voulez, le seul truc dont Tim Burton aurait pu s'abstenir, c'était de faire la pochette. Pardon. Oui, mais moi, j'aime bien les petits personnages. Oui, mais qu'on voit dans le clip de Air Force. C'est que ça change des clichés rap. C'est vrai, même parce que il n'y a que des clichés rap, sauf effectivement Tim Burton. Moi, je ne l'attendais pas. J'étais fort surprise, comme Jessica Pratt, etc. Et voilà, quoi. Oui. Et juste un dernier petit mot, enfin, je ne sais pas ce sera le dernier, mais donc sur le nom de A$AP Rocky, qui veut dire Always Strive and Prosper, c'est-à-dire travailler plus pour gagner plus. Donc on est quand même dans une logique très américaine, très néolibérale. Donc c'est pour ça aussi que c'est un univers qui ne me plaît pas à la base. Oui. Ça, je comprends. Mais malgré tout, voilà, je reconnais que certains morceaux m'ont séduit. Puis il y a un petit clin d'œil aussi à Duke Ellington, un petit sample. Oui, absolument. Dans Robbery, il y a des petites choses comme ça qui font qu'il y a eu des petits moments où je me dis ah oui, d'accord. Ouais. Donc c'est ma petite burrata à moi, avec mon petit pesto. Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que dans ce rap américain-là, il y a vachement le mythe de je regardais d'où je viens, regardez où je suis. Oui, c'est ça, et exactement. Si tu écoutes les trucs anglais, c'est beaucoup plus revendicatif et ça, c'est beaucoup moins aligné politiquement avec ça. Ah ouais, c'est vrai. Bref. Il y a un côté émancipation. Voilà, je viens de là, mais je m'en suis sortie, regardez. Non seulement je m'en sors, mais du coup, ça ma trajectoire devient le sujet de mon... c'est ça. Égo. Ah bah oui, bien sûr. Il y a le dernier morceau là, je crois que c'est The End, où il parle un peu de global warming. Ouais. Mais sinon, c'est très égocentrique. Je m'en sors et je raconte comment je m'en sors. Ma meuf, elle touche plein de thunes, c'est Rihanna. Mes potes, c'est des gangsters. Et je touche ton... C'est ce côté-là, moi, que j'aime pas, mais en même temps, c'est le jeu. C'est le jeu de citer. Oui, c'est un aspect du hip-hop qui est pas toujours plaisant. On a l'impression que c'est une musique de proxénète et de joaillier, mais oui, parce qu'il y a aussi bien des codes sur la forme que sur le fond. Et donc là, il coche les codes aussi sur ce fond-là. Voilà, il y a toujours. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que lui aussi, il dit le N-word, mais voilà, c'est par rapport si on revient à notre film. Ah oui, le N-word, et ben là, il dit,
nigger. J'ai appris un nouveau mot Oui. aussi, flaco. Oui. Les identités d'A$AP Oui, Rocky. oui. Donc flaco, ça vient de l'espagnol et donc c'est pour Oui. désigner un petit mec tout maigre, C'est ça. tout mince. Donc voilà. Donc j'ai appris des Flaquito. choses. Voilà, C'est- flaquito. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Carita. Et voilà. Si on m'avait dit qu'un jour je ferais de l'espagnol tout pourri, merci. Non, mais on est là Merci. pour ça. C'est pour sortir de À notre fond. zone de Ah, mais confort. là. complètement, là. là, je suis Ouais, ma zone de confort, je vous dis pas quoi. Totalement. Voilà. Est-ce que après être passé par l'Angleterre, un petit détour par le New York d'Harlem, on n'irait pas au Japon? Allez. Allez, c'est parti pour le livre. Alors, La Bossu de Sao Ishikawa, c'est pas un livre tout récent, parce que d'habitude, on est attaché à vous faire partager l'actualité la plus brûlante, mais c'est quand même un livre que j'ai trouvé à la médiathèque Raoul Mille de Nice, dont on attend toujours une subvention. Enfin, je veux dire, on attend un partenariat, je veux dire, là... Et puis Bref. nos libraires chéris Oui. aussi. Eh Bah oui, oui. exactement. Ils nous ont fourni un livre la dernière fois. Ouais. Ils m'ont pété un Juste livre. donc, Waouh. non, ça reste entre nous, je vais pas les mettre dans la sauce. Mais donc il y avait ce texte dont on m'avait parlé il y a longtemps. Il est sorti en France en 2023. T'as marqué? Ouais. Oui. Donc c'était un des 2 livres de rentrée des éditions Globe, spécialisé quand même plutôt dans la traduction. Et en fait, j'avais croisé quelqu'un qui m'avait dit, j'ai ouvert ce livre, dès le début, j'ai trouvé que c'était n'importe quoi et je l'ai fermé. Et du coup, ça a aiguisé ma curiosité. Parce que je me suis dit, à quel moment on décide que quelque chose n'a pas sa place dans un livre? Il parlait d'une scène, en l'occurrence d'une scène de sexe. Donc, l'enjeu de l'écriture de la scène de sexe, c'est un gros enjeu en littérature, mais il n'y a pas d'interdit. Donc, je trouvais ça très bizarre. Et il se trouve que voilà, je l'ai trouvé sur les étagères de la bibliothèque et je l'ai emprunté et j'ai pensé à vous. Ne me remerciez pas. Sao Ishikawa, c'est donc La Bossu, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est en situation de handicap et qui a un handicap physique assez sévère qui fait qu'elle a beaucoup de mal à se mouvoir, elle ne peut quasiment pas se mouvoir et surtout elle est dans une sorte de... La position assise tend à la voûter sur elle-même en fait. Oui. Et elle est étouffée. Et elle la rend bossue. Voilà, quand elle reste assise trop longtemps, elle met sa vie en péril et Oui. c'est ce qui l'empêche notamment de lire des livres papier. Il y a un vrai plaidoyer pour la lecture sur tablette dans Oui. ce Oui, oui, texte-là. Et c'est vrai qu'on voilà, donc il me semble que ça a eu une sorte de concours du premier roman. au Oui, Japon. c'est ça, exactement. Ouais. Que Sao Ishikawa, on a du mal à pas penser qu'il y a une grande partie qui soit autobiographique parce que Ah tout ouais, c'est simplement, elle est elle-même en situation de Ouais, handicap ouais. et les appareillages qu'elle décrit, elle en est équipée. Donc, Oui, elle les connaît par cœur. Voilà, exactement. Ouais. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme, en l'occurrence, en situation de handicap, qui vit dans un établissement médicalisé, dirait-on. Elle est d'une famille plutôt aisée, donc ce qui lui donne heureusement accès à des soins et du personnel. Et elle, quand même, elle gagne en partie sa vie puisqu'elle écrit des nouvelles érotiques. Pornographique, voire. Voire oui, même parce que le début est pornographiques. Oui, effectivement. le début est plutôt explicite. Hein. Tout à fait. On sait où on va. Hein. Ça, Ouais. Et on est clair. un peu dans un huis clos avec elle qui nous raconte sa vie et ce qu'elle expérimente, etc. J'en dirai pas plus pour vous laisser donner votre avis. Qui veut commencer? Moi, ça m'a déroutée au début. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et j'ai beaucoup aimé l'humour noir, notamment, utilisé par le personnage principal, mais qui est clairement l'autrice. Hein. Je pense que comme l'autrice s'est évadée par le biais de Chaka, c'est un parallèle entre son personnage et le fait de partir dans d'autres mondes via l'écriture. C'est en fait la démarche initiale. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'avais du mal à le formuler, mais ouais, il y a cette mise en abîme qui est extrêmement intéressante, et puis l'humour qui est utilisé par cette femme qui vit vraiment une vie extrêmement compliquée. Et qui arrive quand même à garder un sens de l'humour ultra aiguisé. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré. Elle dit, elle exprime de plusieurs manières ses désirs de femme, tout ce qu'elle envie aux femmes dites valides. Et elle arrive toujours à trouver cette touche d'humour noir, de cynisme derrière. Enfin, j'ai adoré.
J'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est très déroutant dans ce qu'elle dit, dans ses propos et aussi dans la forme. Merci beaucoup. Kat? Oui, alors au départ, effectivement, la scène pornographique écrite, soi-disant par un crétin, en fait, m'a énormément agacée, mais elle s'est réussie, puisque ce qu'elle veut faire, c'est un abruti qui écrit donc des scènes, et puis elle fait des faux publi-reportages aussi sur des lieux de partous, où il me semble, ou des bars de des clubs libertins. Voilà. Et en fait, on est dans la colère, mais cette colère, elle la transforme en provocation. Effectivement, le handicap ici le sert à mettre une grande claque aux gens. En fait, elle critique le monde de l'édition en disant en gros que le monde du sport est beaucoup plus ouvert aux handicapés, puisqu'elle dit qu'en fait, le monde de l'édition fait des livres très lourds qui, pour elle, sont impossibles à lire de par leur poids. Alors elle souffre de myopathie congénitale, l'auteur comme donc son héroïne, et donc elle ne peut pas respirer. Elle va dans des descriptions extrêmement trash. Elle n'a pas peur d'utiliser les mots glaire, mucus, protège-slip. C'est très imagé. Hein. Donc elle y va franchement, et je pense qu'effectivement c'est pour qu'on soit un peu, il y a aussi un acte de pédagogie, c'est-à-dire c'est pas les handicapés qu'on cache derrière une porte, ils ont une vie, ils ont des désirs. Ça instaure un vrai malaise quoi. Voilà, je ne sais pas si on peut révéler ce qu'elle veut. En fait, je crois que c'est dit clairement dès le départ. On peut tout ici, madame. Voilà. Donc, son rêve absolu, c'est d'être comme une femme normale, de faire l'amour, pouvoir tomber enceinte et avorter comme une femme normale. Oui. Et ça, c'est la grosse claque, puisqu'on n'est pas censé pouvoir dire c'est clair. C'est clair. Et je trouve le tour de force, il est là. Ouais. Voilà. Et bon, il y a des moments extrêmement cocasses aussi, où à un moment, elle se demande comment décrire les cris de jouissance en littérature. Donc, elle parle d'émoticônes avec un cœur et avec un râle derrière. Avec c'est très bien fait. Et donc, il y a aussi ce duo avec son aide-soignant qui est masculin, parce qu'il faut, si je me rappelle bien, on est en période de Covid. C'est ça. Et donc, elle ne peut pas avoir de femme qui lui fait sa toilette intime. Donc, elle tombe sur cet aide-soignant qui va devenir donc le complice de ce qu'elle veut. En fait, oui, ça influe sur l'orga du personnel. Et d'ailleurs, ce personnage d'aide-soignant est odieux. Enfin, moi, je l'ai trouvé vraiment... Il est vénal. Il est horrible, quoi. Se trouve, quoi. Ouais. Mais voilà, donc on est dans un style, moi, j'ai trouvé clinique et très cru. Mais qui sied bien à ce type elle nous met le nez dedans, quoi. Oui, totalement, ouais. Et donc aussi, il y a une critique très amusante sur les gens qui disent « J'adore les livres, j'adore lire ». Elle dit « toi, tu peux les lire normalement, mais moi, lire, c'est une souffrance vraiment. » Ouais, c'est vrai. Puisque la posture qu'on utilise pour lire, elle ne peut pas l'adopter. Oui. Donc pour elle, c'est vraiment une souffrance, la littérature. On parle souvent de l'auteur qui souffre en écrivant. Ouais. Elle souffre en lisant également. Oui. Voilà. Moi, j'ai bien aimé aussi. Alors là, on est vraiment dans un truc d'initié, mais en fait, un des indices qui nous permet de comprendre que le début du livre est une écriture dans l'écriture, c'est-à-dire que ce n'est pas le livre lui-même, c'est quelqu'un qui écrit, c'est qu'il y a des références au style HTML qu'on utilise pour bloguer, publier sur Internet. Donc très vite, tu comprends que, tu comprends rapidement en tournant les pages qu'en fait, les premières pages du livre sont en fait une écriture de commande qu'elle utilise pour gagner sa vie et que c'est pas et que le fond du livre est autrement plus réflexif, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexions sur. C'est assez intéressant de voir que c'est quelqu'un qui écrit sur la sexualité alors qu'elle en est elle-même privée. Oui. Et qu'elle excelle dans cette projection-là. Mais j'ai trouvé ça très... Oui, c'est maintenant que tu le dis, parce que je l'ai lu quand même il y a un petit bout de temps, j'avais oublié à quel point il y avait cette partie provocatrice. Et de toute façon, le sujet est éminemment provocateur, parce que, évidemment, la sexualité des personnes en situation de handicap est un tabou parmi les tabous. Oui. Et que là... et en plus, quand on parle de sexualité des personnes en situation de handicap, c'est toujours, entre guillemets, un sachant qui le fait, c'est-à-dire un médecin, un travailleur, un aide-soignant, etc. Oui. Et là, tout d'un coup, c'est la personne en situation de handicap qui exprime son désir sexuel, qui est évidemment avec une grande curiosité, mais qui est pas dupe, il y a beaucoup de cynisme aussi. Et ça, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un exercice qui finalement, paradoxalement, nous rapprochait énormément d'elle en fait. Je trouvais que là, pour le coup, cette exploration du tabou qu'est la sexualité des personnes en situation de handicap participait sans doute beaucoup plus de toute autre tentative d'humaniser quelqu'un. Enfin, je sais pas comment le dire autrement. Non, mais c'est vrai que c'est une démarche qui est très inhabituelle. On n'a pas l'habitude de voir ça sous ce prisme-là. Donc ça rend vraiment l'histoire très intéressante. Et moi, j'ai trouvé aussi que justement, il y avait un tour de force aussi que, sans rien divulguer, mais
en fait, on va très vite rentrer dans des considérations éminemment techniques. Oui. Comment réaliser cette sexualité-là avec ces appareils-là? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et oui, moi, j'ai été aussi touché par cette relation entre elle, qui est physiquement amoindrie mais économiquement dominante, et le travailleur social qui, lui, c'est l'inverse. Il est totalement. Il est un travailleur pauvre ou du moins modeste, mais lui, il a toutes ses capacités. Exactement. Et que là, tout d'un coup, il se retrouve... Il y a un rapport de puissance qui est éminemment inversé. Absolument. Et c'est un texte que j'ai pensé pour le Pambagna, parce que ce que je demande au texte, c'est un peu de nous secouer et de nous emmener vers des mondes vers lesquels là on c'est serait clair pas allé. que c'est vraiment, ça nous embarque dans des endroits qu'on ne connaît pas, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai adoré. Ouais, puis c'est un petit texte de 80 pages. Oui, ça se lit très rapidement. Et oui, il y a toujours ce côté sombre. Quand on voit des interviews de l'autrice, on voit à quel point elle est en souffrance, quoi. Ça confirme vraiment tout ce qu'elle décrit dans La Bossue. Et d'ailleurs, il me semble que même son élocution est complexe, exactement, etc. Et là, que tout d'un coup, par l'écriture, on atteint sa fulgurance intellectuelle. Oui, c'est ça. Et c'est dur de pas, quand tu la vois s'exprimer, tu as du mal à pas aligner ses capacités intellectuelles et sa capacité motrice à s'exprimer. Bien sûr, Et en fait, tu découvres quelqu'un qui est hyper drôle, elle est brillante, intelligent, elle est provocateur. C'est assez drôle que par son travail d'écriture, tu accèdes à quelque chose que tu accéderais pas autrement. Oui, tout à fait. Et il me reste à vous remercier. Et il y a un twist aussi dans le livre final, quand même. Il y a un twist, on ne sait pas finalement où on est à la fin. Si on est dans une... On ne sait plus si c'est une étudiante qui écrit, on ne sait plus si c'est elle. Oui, c'est vrai. Et c'est très intriguant. Voilà. Oui, elle brouille quand même finalement les cartes avant de fermer la porte. Et puis dire aussi, je me suis rendu compte, je ne sais pas si c'est notre inconscient collectif à trois, mais il y a un fil conducteur quand même. On a 3 individualités face à l'adversité. Donc il y en a un qui s'en est bien sorti, mais on a donc la maladie. C'est vrai. Une enfance difficile pour un, la maladie pour les 2 autres. Donc tu as choisi inconsciemment, je ne sais pas, des gens qui se battent. Non, c'est vrai, tu as raison. Comme c'est par vrai. hasard. On aurait pu faire un thème à la Augustin Trapenard, tu vois, avec un jingle genre l'adversité, elle nous frappe tous ce soir. On dit tous des gros mots, elle a dit tous des gros mots. Des grossièretés. Un ne fait pas exprès, les 2 autres le font sciemment. Comme je disais, j'ai beaucoup aimé mon Tourette à l'envers, mais c'est vrai. Tourette à l'envers. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Il y avait un fil conducteur. Mais si un jour on glow up, on fera des émissions à thème. Mais bon, là, c'est juste que. Et à un moment, j'ai dit à Sandra, qu'est-ce qu'on écoute? J'ai dit à Kat, est-ce qu'on va voir ça? Et voilà. Donc, pour le coup, je pense que là, on est beaucoup plus près de Flunch. On prend ce qui nous tombe sous la main. Et bien content qu'on trouve un truc, quoi. Écoutez, c'était encore un plaisir de faire cette émission avec vous. Il nous reste à trouver un livre, un disque et un film à voir pour la prochaine fois. Et il faut que je rappelle qu'on est disponible sur les plateformes de podcast, sinon mon frère va pas être content parce que c'est lui qui s'embête à les uploader. Donc on doit avoir une douzaine de lecteurs, donc d'auditeurs. Merci beaucoup. Merci frère. Ce qui m'inquiète parce que je pense que psychologiquement on n'est pas tous armés à faire face à un tel succès, quoi. Donc surveillez-vous, prenez soin les uns des autres. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup les filles. Salut. Ciao.